Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La start-up qui permet aux dirigeants de prendre le contrôle de leurs finances. Arthur Waller, cofondateur de Penny Lane à Paris. Quand on s'est dit avec mes associés de PriceMatch qu'on voulait se relancer dans l'entrepreneuriat, on a été voir tous ces entrepreneurs qu'on connaissait en leur demandant quels étaient leurs challenges au quotidien. Et la compta et le pilotage financier sont revenus sur la table à de nombreuses reprises. Et du coup, après, moi, j'ai fait une user research en interrogeant à peu près 120 dirigeants de start-up, mais aussi TPE, PME plus traditionnels. Et c'est comme ça que nous est venue vraiment l'idée de Penny Lane. S'attaquer à la comptabilité et lui rendre ses lettres de noblesse en donnant aux dirigeants les outils pour naviguer, c'est le pari qu'Arthur et ses associés se sont lancés en créant Penny Lane il y a 1 an à peine. Cet épisode revient donc sur les challenges quotidiens des PME et des comptables et les outils actuels pour y faire face. Vous découvrirez donc toutes les fonctionnalités déployées par Penny Lane, la gestion de la facturation, le pilotage de trésorerie, les prévisions de trésorerie, les déclarations fiscales. Ce n'est pas un SaaS, mais un comptable augmenté que nous décrit ici Arthur. Il nous explique toutes les intégrations que la start-up a effectuées de Stripe à Conto en passant par Zoho. Nous n'avons pas fini d'en entendre parler. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Arthur. Bonjour Solène. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Écoute, avec grand plaisir. Je te remercie de venir parler au micro de FinScale. Je regrette beaucoup qu'on ne puisse pas se voir de visu en face à face. Alors aujourd'hui, on va parler de compta augmenté. Tu vas nous parler de Penny Lane. Avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ton parcours et nous expliquer en quoi ton expérience avec PriceMatch et Booking te sert aujourd'hui ? Carrément. Écoute, moi j'ai commencé dans le monde de la finance, économie et finance. Je me destinais à être économiste, donc je faisais un master de ça. Et puis j'ai fait 2 stages au FMI et chez Goldman Sachs et qui m'ont pas forcément plu. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, donc j'étais en dernière année d'études, que c'était le bon moment pour lancer sa boîte. Ouais. On avait entre guillemets rien à perdre. Et du coup j'ai lancé PriceMatch, qui visait à aider les hôtels à fixer leurs tarifs en fonction de la demande, à les faire évoluer surtout, et ce qui s'appuie sur de l'économétrie, des algorithmes qui analysent la montée en charge, la prise de réservation, le prix des concurrents, les événements, etc. Et PriceMatch a bien marché. On a, je peux le dire, pas mal galéré avec notre compta et notre gestion financière parce que c'était notre première boîte et qu'on n'y connaissait rien. Donc, on s'est rendu compte après quelques temps que, en fait, les clients, on les facturait mais qu'ils nous payaient pas, qu'on faisait pas de bons contrôles de gestion. On s'est rendu compte qu'on gardait pas les factures comme il fallait, que on luttait vraiment pour avoir un vrai reporting, savoir exactement mois par mois à la fois notre cash report et notre P&L report. Et donc quelques années plus tard, PriceMatch vendu, on passe 3 ans chez Booking avec mes associés au siège à Amsterdam. En parallèle, on a investi dans pas mal de startups et donc on a eu le plaisir d'observer qu'on n'était pas des cas isolés chez PriceMatch. Et du coup, il y a 1 an et demi, quand on s'est dit avec mes associés de PriceMatch qu'on voulait se relancer dans l'entrepreneuriat, on a été voir tous ces entrepreneurs qu'on connaissait en leur demandant quels étaient leurs challenges au quotidien. Et la compta et le pilotage financier sont revenus sur la table à de nombreuses reprises. Ouais. Et du coup, après, moi, j'ai fait une user research en interrogeant à peu près 120 dirigeants de start-up, mais aussi TPE, PME plus traditionnels. Et vraiment avec une approche un peu sociologique de comment tu fais ta gestion au quotidien, ton admin, ta compta, comment tu as choisi ton comptable, combien ça te coûte, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui peut être amélioré, quels outils tu utilises. Et c'est comme ça que nous est venue vraiment l'idée de Penny Lane. Super. Écoute, ça donne envie. On a hâte d'en savoir plus. Alors, tu disais que c'était vraiment mal géré aujourd'hui. Comment est-ce que, alors, de ton expérience et avec les retours que tu as eus, comment ça se passe quotidiennement, voilà, pour un chef d'entreprise, pour gérer la compta? On a brièvement évoqué ceci également dans un de mes épisodes avec Pierre Dutaret pour l'IBO, mais j'aimerais avoir, voilà, ton retour d'expérience. Alors, en fait, ce qui est assez spécial, c'est moi, au cours de mes entretiens avec ces utilisateurs, je me suis rendu compte qu'un ou une dirigeante d'entreprise avait 4 besoins forts d'un point de vue admin et finance. Le premier, c'est de facturer et encaisser ses clients. Le second, c'est de suivre le paiement de ses fournisseurs.
Le troisième, c'est de piloter sa trésor et sa rentabilité. Et puis le quatrième, c'est de dormir tranquille en se disant que sa TVA elle a bien été faite, que son bilan, son compte des résultats sont propres. D'accord. Et aujourd'hui, les gens que j'ai interrogés, quand je leur demande, OK, lequel de ces 4 besoins est rempli et solutionné par ton comptable, ils me disent malheureusement, et ils insistent sur le malheureusement, uniquement le quatrième. Donc ils disent mon comptable, en fait, il se concentre vraiment sur la partie déclaration obligatoire, de faire ma TVA, mon bilan, mon compte de résultats. Et puis je me trouve un peu livré à moi-même pour faire mon pilotage et mon admin au quotidien. D'accord. Et ça, c'est lié à quoi ? C'est lié au fait qu'aujourd'hui, l'outil utilisé par le comptable, donc en France, c'est principalement les gros acteurs, c'est Cegid, Sage, Ibiza, Isaconta, ces gens-là. En fait, le dirigeant, il envoie du coup ses pièces justificatives à son comptable, souvent à la fin du mois, du trimestre ou de l'année. Par mail. Son comptable va mettre un peu de temps à les traiter et va lui renvoyer un bilan, un compte de résultats, etc. Et le dirigeant, le problème, c'est que lui, il peut pas attendre la fin du mois, du trimestre ou de l'année pour piloter son business. Qu'en plus, un bilan, un compte de résultats, ça lui parle pas forcément parce que ça suit le plan comptable général qui, lui, a un peu mal vieilli et qui, du coup, reflète pas forcément la réalité et sa perception à lui de son business. Et du coup, le dirigeant, il refait le travail du comptable en double avec son prisme à lui, qui est le prisme, pas plan comptable général, mais le prisme business plan. Et donc, en fait, il va essayer tant bien que mal de venir chercher les infos de plein d'outils différents, son outil de facturation, son Excel où il suit le paiement de ses fournisseurs, sa paye où il a l'info ailleurs, et il va venir, ses comptes en banque, il va venir essayer de compiler tout ça souvent dans un méga Excel qui est son business plan qu'il utilise. Et donc, nous, on s'est dit que c'était dommage, parce que le comptable, pour le coup, on lui envoie toutes les données. C'est clair. Et c'est le vrai problème, c'est que, enfin, il y a plusieurs problèmes, mais c'est que ces données, il les récupère en retard, qui met du temps à les traiter, et qu'ensuite le dirigeant peut pas vraiment y accéder. C'est un peu une boîte noire, et surtout qu'il peut pas y accéder dans un format adapté à ses besoins, qui est un format de pilotage. C'est ça nous, ce qu'on s'est donné comme mission avec Penny Lane, c'est faire qu'un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise puisse à tout moment accéder à ces données financières pour prendre les bonnes décisions pour son business. Donc, que ce soit embaucher, investir, ou justement, ou au contraire ralentir la voilure, réduire la voilure. Et on pense que ça passe par une meilleure collaboration entre le comptable et le dirigeant qui doivent collaborer sur un seul et même outil, comme c'est le cas en fait aux États-Unis et en Asie, avec QuickBooks et Xero qui sont les gros acteurs sur ces marchés-là. Et alors pourquoi en Asie et aux États-Unis, voilà, ça s'est mis en place ? Pourquoi est-ce qu'en Europe, on n'a pas QuickBooks qui est venu et tout le monde n'utilise pas ce type d'outil ? Quelle est la différence ? Alors, je pense que tu as une première explication qui est que la compta anglo-saxonne est plus simple que la compta française et plus généralement d'Europe continentale. Et du coup, ça a fait que c'était plus simple de construire un outil qui soit à la fois utilisé par un dirigeant et par son comptable. La grosse différence, c'est le concept de plan comptable général, qui est monnaie commune en Europe et qui, pour le coup, aux États-Unis, est moins concret. Ce qui veut dire qu'on laisse beaucoup plus de liberté à un dirigeant pour établir son plan comptable par rapport en Europe où c'est vraiment l'administration fiscale qui fixe dans quelle case vont quelles dépenses et quelles recettes. Donc ça, c'est le premier point. Il y a énormément plus de complexité de règles, de cas particuliers, de nombre de déclarations qu'on doit sortir en Europe, ce qui fait que l'outil utilisé par un expert comptable en France et en Europe est beaucoup plus avancé que peut l'être un outil de révision. En tout cas, pas l'outil forcément de production, mais l'outil de révision comptable est beaucoup plus avancé en Europe qu'il l'est aux États-Unis et en Asie. Ensuite, je pense qu'il y a aussi tout simplement le fait que en Europe, le marché est trusté par des acteurs. Donc, les outils pour les comptables est trusté par des acteurs qui ont 20-30 ans, dont je parlais, Cegid, Sage et tout, qui ont eu du mal à faire leur évolution digitale, qui sont pour la plupart encore pas vraiment cloud-based, qui essaient de pousser des nouvelles plateformes cloud-based, mais pour la plupart le sont pas, qui n'ont pas d'API, qui du coup, comme ils n'ont pas d'API et qui sont pas utilisés par les dirigeants, il n'y a pas d'App Store par-dessus. Et alors Xero en Asie, c'est juste une boîte plus jeune. C'est une boîte qui a une dizaine d'années. Donc, elle est nativement cloud-based avec des API, etc. Et QuickBooks a le mérite d'avoir réussi, pour le coup, c'est une boîte plus ancienne, mais qui a réussi à faire sa transformation digitale.
Okay. Et je pense que c'est pas le cas des acteurs en Europe. Ok, écoute, merci, c'est très clair pour moi. Alors maintenant, voilà, tu identifies ce problème, tu le vis toi-même, tu te dis que tu vas résoudre le problème. Comment est-ce que vous avez monté votre premier produit, enfin la première version? Quelles fonctionnalités vous avez déployées et comment ça a évolué? Parce que finalement, la boîte existe depuis pas très longtemps. Ça fait quoi? Ça fait un an et demi que vous existez. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'évolution au niveau produit? Ouais. Alors, en fait, donc nous, on avait notre mission qui était très claire, de vouloir permettre aux dirigeants d'accéder à leurs données financières en se disant que ça passait par le comptable. Maintenant, le problème, c'est qu'un cabinet comptable, on peut pas lui mettre un MVP entre les mains. On peut pas lui mettre un prototype parce que les collaborateurs comptables, ils passent leur journée dans cet outil, ils engagent leurs responsabilités. C'est une profession qui est fortement régulée. Et du coup, on s'est dit que nous, on voulait quand même un retour rapide du marché pour savoir si ce qu'on développait avait un sens, intéressait des gens. Et donc, on s'est dit que le meilleur moyen d'attaquer le marché, c'était d'être nous-mêmes un cabinet d'expertise comptable, d'embaucher nos propres salariés comptables, et qu'au début, ces comptables, ils pourraient combler, entre guillemets, les premières lacunes du logiciel, et que nos développeurs pourraient avoir des retours d'utilisateurs beaucoup plus rapides si les comptables étaient salariés chez nous plutôt que dans des cabinets tiers. Donc, on a décidé de commencer comme ça. Vous êtes membre de l'Ordre des experts comptables, hein? Tout à fait. Et donc, on s'est associé, parce que c'est une profession régulée, on s'est associé avec un expert comptable, Alexandre, qui, pour la petite histoire, on a changé 2-3 fois d'expert comptable pour notre structure d'investissement à la suite de la vente de Price Match. Et Alexandre était notre expert comptable. Il a passé, lui, 2-3 ans aux États-Unis, où il utilisait QuickBooks. Il a ensuite passé 1 ou 2 ans dans une structure en France qui s'appelle Time, qui est une très belle structure qui a poussé très loin l'industrialisation des process et des outils, un cabinet comptable, mais assez ancien, qui a une vingtaine, trentaine d'années. Et du coup, Alexandre, il s'était mis à son compte 1 an avant de s'associer avec nous. Il utilisait QuickBooks et Receipt Bank, ce qui est assez rare en France parce que la plupart des cabinets n'utilisent pas ça. Et il avait une approche vraiment le client qui est roi. Je pense de son passage aux États-Unis, qui nous a vraiment plu. Qui est pas non plus forcément ultra fréquente en France dans les cabinets comptables, je dirais. Et du coup, on s'est associé avec lui. Il avait une 40aine de clients, des startup tech early stage. Il était tout seul dans son cabinet. Donc, il avait acquis ses 40 clients, il faisait la compta et tout. Et du coup, nous, notre premier milestone qu'on s'est fixé côté produit, c'est être en mesure de migrer ces 40 clients de QuickBooks Receipt Bank vers Penny Lane. Génial. Et du coup, ça nous a donné des objectifs assez clairs. En gros, il fallait qu'on puisse récupérer les flux financiers de ses clients. Donc ça impliquait de se connecter aux API bancaires, de se connecter à leur flux, à l'endroit où ils stockaient leurs factures d'achat. Donc soit un mail où ils puissent forwarder leurs factures, ou alors une connexion par API à Google Drive, par exemple. De récupérer leurs factures de vente, ou de leur permettre d'éditer eux-mêmes leurs factures de vente, ce qu'ils pouvaient faire avec QuickBooks notamment. Ensuite, donc une fois qu'on récupère les flux, permettre à un comptable qui connaît son métier de transformer ces flux en écriture comptable. Donc la V1 qu'on a sortie en janvier, elle permettait juste de tout faire à la main, mais il y avait le squelette comptable qui faisait le boulot, qui permettait de faire des écritures à la main et qui ensuite transformait ces écritures, le moteur qui transformait ces écritures en déclaration de TVA, en bilan, en compte de résultat, avec je te passe les nombreuses itérations qu'il a fallu pour couvrir tous les cas particuliers de la déclaration de TVA, avec tel truc qui va dans telle case et en fait non, etc. quoi. Donc ça a été de très nombreux allers-retours entre nos comptables et nos devs, qui en gros prenaient un fichier des écritures comptables, le mettaient chez nous, regardaient la TVA qui sortait, et disait non, là il y a une erreur, là il y a une erreur, là il y a une erreur, et puis les devs qui réparaient erreur par erreur jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui soit stable, où il n'y ait plus d'erreurs qui soient remontées. D'accord. Donc ça, c'est le MVP qu'on a sorti. C'était ce squelette de logiciel comptable. On a été assez vite parce que Quentin, mon associé CTO, il est devenu papa en mars. Et du coup, il voulait absolument sortir la V1 avant d'être papa. Ça motive. Et du coup, entre septembre et mars, il a vraiment charbonné avec Thierry et Tancred, mes autres associés tech. Et ensuite, depuis le mois de mars, on a apporté plein d'améliorations, que ce soit sur l'automatisation, donc avoir plus d'intégration API, plus d'automatisation au traitement des données entrantes,
traiter plus de cas particuliers sur transformer ces données entrantes en écriture comptable et derrière en déclaration obligatoire. Et en termes d'outils pour le dirigeant ou la dirigeante, faire que tout ça vienne alimenter plus des vues, plus dashboard. Et là, récemment, je dirais que jusque-là, on a mis à peu près 70-80% de notre effort tech vraiment sur les outils pour les comptables, parce qu'on estime que c'est notre mission numéro 1. C'est pas forcément ce qui fait que les gens viennent chez nous. Par contre, si on tenait mal leur compta, ils partiraient en courant. C'est clair. Donc, c'est notre priorité numéro 1 de bien tenir leur compta. Et on estime qu'on a atteint un certain niveau de maturité des outils pour les comptables. On a encore des milliards de choses à améliorer, mais on est quand même pas mal. Et du coup, là, on est en train de basculer notre effort et de mettre plutôt 70% de notre effort tech sur la partie outils pour les dirigeants, et seulement garder 30% sur la partie outils pour nos comptables. Alors moi j'ai été, je te l'ai déjà dit, mais j'ai été un peu me balader sur la démo et c'est incroyable. D'avoir ce résultat après un an, même pas un an, c'est fantastique. Vous êtes connectés. Alors ça, on en parlera aussi, que tu nous expliques un petit peu les connexions que vous avez fait avec un certain nombre d'outils, avec un certain nombre de prestataires bancaires. En termes d'évolution produit, est-ce que tu peux nous donner un avant-goût de ce que vous lancez? Il y a certaines choses sur votre site qui nous mettent l'eau à la bouche, juste pour qu'on se rende compte. Ouais. Alors, donc jusque-là, principalement, c'était un outil qui permettait de récupérer tes flux et de faire la compta, je dirais. Et à nos comptables de bien tenir la compta. Les grandes évolutions produits, on va, donc, comme je disais, mettre beaucoup de poids sur la partie outils pour les dirigeants. Et donc là, on veut répondre de façon satisfaisante aux 3 besoins clés des dirigeants que j'ai mentionnés auparavant. Facturer et encaisser ses clients. Et donc là, on a mis récemment beaucoup d'efforts là-dessus. On a notre propre éditeur de factures qu'on est en train d'amener au niveau des meilleurs éditeurs de factures du marché, qui permet d'éditer sa facture et également d'encaisser et de rapprocher la facture de l'encaissement en banque. Et donc de suivre en temps réel le statut de paiement de chacune des factures, de mettre en place, vu que la donnée est temps réel et fiable, de mettre en place de l'automatisation de relance, ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier point. Et là, on a encore plein de progrès. Il y a un outil de facturation sur le papier, ça a l'air simple, mais en vrai, il y a une profondeur assez incroyable où il faut gérer la facturation récurrente. Et dès que tu veux lier la facturation à l'encaissement, il y a énormément de trucs que tu peux faire. Deuxième point, c'est le paiement. Paiement des fournisseurs. Et donc là, on a lancé récemment notre module de gestion des achats qui centralise toutes tes factures d'achat. Et ce que ce module a de vraiment novateur, c'est qu'il te permet de payer tes fournisseurs, tes factures d'achat depuis Penny Lane en un clic. Et ça, c'est l'intégration que vous avez faite avec Bankin et Conto, c'est ça? Ou c'est encore autre chose? On a fait une intégration avec effectivement Bankin et qui permet de déclencher le paiement depuis Conto. On va permettre de déclencher également des paiements depuis les autres banques traditionnelles via Bankin ou Fintecture, notre autre partenaire sur ce sujet. Et on va, en plus de ça, et c'est pas forcément qu'on en a envie, mais on est un peu obligé. En fait, ce qu'on sait, c'est que les API des banques vont mettre du temps avant d'être vraiment au niveau, d'avoir une bonne expérience utilisateur. Donc, autant Conto et Culp, ça permet de déclencher des paiements de plusieurs factures en un coup. Ça permet de déclencher des paiements à échéance, des paiements plusieurs fois, enfin tout ce genre de trucs. Autant aujourd'hui, les API de BNP, de Société Générale et autres, déjà, elles sont pas forcément ultra stables, et d'autre part, elles permettent par exemple de payer une seule facture à la fois. Or, nous, nos clients, ils ont, je sais pas moi, 35 factures à payer d'un coup. Ils n'ont pas envie de faire 35 fois le login, mot de passe, etc. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, pour pousser vraiment les acteurs sur ce marché à innover, on va également, en janvier, lancer notre propre wallet. Et pour ça, on s'appuie sur un partenaire qui s'appelle Swan. On va être le premier partenaire de Swan à être live. Et du coup, tout simplement, nos clients, ils vont pouvoir ouvrir un compte Penny Lane qui pourront alimenter. C'est vraiment un compte pour gérer ses dépenses. Il n'y a rien d'autre. C'est pas un compte bancaire à proprement parler. Ils alimentent ce compte avec leurs sous depuis leur compte BNP. Et là, nous, on leur garantit une super expérience utilisateur pour le coup, où le paiement de tes factures fournisseurs est nickel. Tu peux payer plein de factures à la fois. La validation, elle se fait sur ton app Swan en un clic. Enfin, tout est bien, tout est du temps réel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va proposer à nos clients. On compte aussi proposer des cartes
donc aller un peu plus loin dans la partie expense management pour les TPE, PME. D'accord. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les grosses boîtes sont servies, mais en fait, les plus petites ne le sont pas. D'accord. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on a 500 clients. Sur nos 500 clients, tu en as une petite quinzaine qui sont chez Spendesk. D'accord. Ok. Ce qui n'est pas un taux de pénétration élevé. Et la raison, c'est tout simplement que Spendesk vise des boîtes un peu plus grosses. Or, les clients plus petits, ils ont aussi des besoins d'expense management. Donc voilà. Et le troisième besoin clé que j'avais mentionné au début, c'est la partie trésorerie. Et donc là, les gens, leur besoin, c'est de pouvoir catégoriser leurs transactions et de pouvoir visualiser l'évolution de leurs dépenses marketing mois après mois, de pouvoir zoomer, de dire j'ai envie de voir mes dépenses marketing Google mois après mois, et que ça se fasse un peu automatiquement. Qu'ils n'aient pas besoin de venir dire pour chaque dépense AdWords, c'est marketing Google. Okay. Et donc ça, on a des algos pour faire ça. Et donc donc ça, tous nos clients Penny Lane du cabinet d'expertise comptable, ils y ont accès déjà. Ouais. Et aux améliorations au fil du temps. Ce qui est un peu nouveau, c'est que en janvier, on va également lancer une offre SaaS où un dirigeant d'entreprise, il pourra utiliser notre outil de gestion financière pour vraiment reprendre le contrôle de ses finances. Donc où il pourra gérer ses ventes, ses achats, sa trésor, tout en restant avec son expert comptable actuel dont il peut être satisfait. Et cet outil-là, il lui permet du coup d'avoir tous ses flux au même endroit, de gérer ses ventes, ses achats, sa trésor et de collaborer mieux avec son expert comptable actuel. Ça fait rêver. Tout ça m'emmène où ? Ça m'emmène à la vision long terme de Penny Lane, qui est d'être le QuickBooks européen. Et du coup, l'idée, c'est vraiment qu'à terme, QuickBooks, ils ont 80% de part de marché sur les TPE, PME aux États-Unis. Xero, c'est 90% de part de marché en Australie. On n'aura pas, nous, et c'est l'ambition de Penny Lane, 80-90% de part de marché en tant que cabinet d'expertise comptable. C'est absolument impossible. Et du coup, l'idée, c'est qu'il y a certes peut-être un petit périmètre de clients qu'on estime pouvoir servir nous en direct en tant que cabinet de façon pertinente parce que c'est des startups, des boîtes qui sont ambitieuses, qui veulent croître rapidement. Maintenant, la TPE, PME en région qui est avec son expert comptable depuis 10 ans, il n'y a pas grand sens qu'on aille essayer de piquer ce client à son expert comptable. Ils ont une bonne relation. Il y a plus de sens qu'on vienne juste amener l'outil, la plateforme, qui leur permette à l'expert comptable et au client de mieux collaborer. Et donc, ça, c'est l'évolution produit à horizon peut-être 1 an. C'est de dire, donc là, on ouvre le SaaS aux dirigeants. Demain, c'est d'ouvrir le SaaS au cabinet d'expertise comptable et que n'importe quel cabinet d'expertise comptable puisse tenir la compta de ses clients sur Penny Lane. Tout en s'assurant que le client il puisse du coup piloter ses finances. Ça, on est en train de lancer des premiers pilotes avec des premiers cabinets d'expertise comptable en ce moment même, qui du coup commencent à tenir la compta de leurs clients sur Penny Lane, mais on est vraiment en phase bêta parce que, comme je disais, on peut pas mettre entre les mains d'un cabinet comptable un MVP. Le produit, il est quand même encore sur la partie outils comptables. Je dirais qu'il est encore pas assez stable. Dans le sens où nous, ça va pour nos salariés comptables, on peut leur dire chaque matin il y a telle nouveauté, tel bouton qui a changé. Dans un cabinet tiers, tu peux pas changer des trucs tous les jours. Faut avoir des cycles de release par semaine, par mois et tout. Donc là, les cabinets bêta-testeurs, ils sont conscients du fait que c'est un produit qui évolue vite. Ils ont un Slack partagé avec nous, ils font plein de retours et tout. On leur envoie plein de clients. Mais la vraie mise sur le marché de l'outil pour les cabinets comptables, on l'envisage à peu près 1 an. D'accord. Donc actuellement, vos clients, ce sont donc plutôt des PME. Vous ségréguez sur votre site web e-commerce et restaurateur. Pourquoi vous avez fait cette ségrégation ? Alors, au tout début, on a visé les startups. C'était notre première cible client. On s'est rendu compte que naturellement, sans qu'on aille les chercher, on a signé pas mal de restaurateurs, de e-commerçants et d'agences B2B, prestataires de services, agences de com, agences de recrutement et autres. Et du coup, on a essayé de comprendre pourquoi ces gens-là venaient vers nous plus que les coiffeurs et plus que les crèches et tout ce que tu veux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins assez spécifiques d'une industrie à l'autre. Il y a des besoins assez spécifiques. Chez les e-commerçants, je dirais que le problème, c'est que leur comptable, il est complètement perdu avec leur flux. Je ne blâme pas le comptable parce que la compta d'un e-commerçant, c'est honnêtement quelque chose de très compliqué. Ils vont avoir leur vente sur Shopify.
ils vont vendre dans plein de pays. Donc, tu dois gérer la TVA dans plein de pays. Ouais. Ils vont encaisser par Stripe, ils vont aussi encaisser par PayPal. Ouais. Ils vont acheter dans plein de pays dans des devises différentes. Au début, ils sont prêts à tout pour vendre leurs produits. Et du coup, ils vont aussi faire quelques pop-up stores où ils vont avoir de l'encaissement sur du sum-up. Je peux te dire que tout ça mélangé, ça fait une belle galère en compta. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est qu'à un moment, ils disent je vais aussi faire de la distribution B2B et je vais aussi aller distribuer mes produits à des commerçants eux-mêmes en physique. Et donc, je vais avoir un mix de B2B et de B2C. Et donc là, c'est le summum. Et si par malheur, ils mélangent leur flux B2B et B2C, que typiquement, ils ont des clients qui achètent sur leur store via PayPal et qu'en même temps, ils ont des commerçants en B2B qui payent sur leur PayPal, nous, tout est mélangé et c'est la galère. Donc, les e-commerçants, c'est ça la complexité. Tu as tout ce qui est gérer les achats. Ouais. Donc, c'est à la fois les ventes et les achats. Je dirais que les e-commerçants, c'est un peu tout qui est compliqué. Les restaurateurs, ce qui est vraiment compliqué, c'est les achats. Ouais. Et de manière générale, tous les business B2C, consommation, la complexité, c'est les achats. Un business B2C, côté vente, il a un point of sale. Un restaurant, il a sa caisse enregistreuse. Ouais. Un coiffeur, il a sa caisse enregistreuse. Et puis, il y a de plus en plus de caisses enregistreuses qui sont digitales. Mm-hmm. Et nous, ce qu'il faut, c'est aller récupérer l'info de la caisse enregistreuse. Tant qu'on a ça, on est plutôt content. Ouais, ouais. Maintenant, il y a des complexités additionnelles. Les restaurants, maintenant, ils vendent sur Uber Eats, sur Deliveroo, qui sont pas encore très matures. Donc, dans la caisse enregistreuse, tu as le montant net de commission. Il faut aller récupérer le brut avec la commission dans l'extranet de Deliveroo et d'Uber Eats. Voilà. Mais de manière générale, les ventes, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Okay. Le plus compliqué chez les commerçants, c'est les achats. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'ils vont payer plein de factures fournies. Ils vont se faire livrer tous les matins des fruits et des légumes, le restaurateur. Et il va avoir chaque matin un bon de commande. Et à la fin du mois, il va faire un gros virement qui s'appelle virement fruits et légumes juillet. Et nous, en tant que comptable, on va devoir deviner quels sont les 20 bons de commande qui correspondent à ce virement. Ouais. Et ça, c'est le truc le plus compliqué en compta et aujourd'hui le moins automatisable et le moins automatisé. Et c'est vraiment là notre ambition de dire que le restaurateur, maintenant, à chaque fois qu'il a son bon de commande, il le prend en photo et qu'à la fin du mois, il ait ses 20 bons de commande dans Penny Lane, qui coche les 20 bons de commande et qui disent payer maintenant. S'il fait comme ça, en fait, nous, on déclenche le paiement depuis sa banque pour ces 20 bons de commande. Et du coup, le rapprochement entre les 20 bons de commande et la transaction, il est automatique. Il n'y a plus à jouer au puzzle. Génial. Ça, c'est le besoin clé du commerçant. Maintenant, un prestataire de service B2B, la complexité elle va plutôt être du côté de ses ventes. Ouais. Parce que ses achats, il a des salaires, il a du loyer, des quelques SaaS. Par contre, côté vente, il facture des gens qui le payent éventuellement en plusieurs fois, qui le payent en retard, il y en a qui payent par virement, d'autres par chèque, d'autres par prélèvement automatique, d'autres par carte bleue. Et du coup, c'est vraiment côté vente que tu as une complexité vente et reconnaissance de revenus. Ouais. Donc, d'une activité à l'autre, tu as des besoins assez spécifiques. Mmh. Et donc, c'est ça l'ambition sur le site, c'est de leur montrer comment on répond à leurs besoins spécifiques à eux. Quoi. D'accord, ok, merci beaucoup. Un point que je voulais éclaircir avec toi, c'était également toutes les intégrations que vous avez faites, parce que donc, j'ai été me balader sur votre démo et j'ai vu que vous étiez intégré avec la Terre entière, avec Odoo, avec Mooncard, enfin bref, avec des dizaines et des dizaines d'établissements et de prestats. Est-ce que tu pourrais quand même nous faire un petit overview de toutes ces intégrations et à quoi elles servent ? En 2 minutes. Ouais. Alors, en tant qu'outil qui permet de reprendre le contrôle de ses finances, on se doit d'être intégré à tous les flux financiers de l'entrepreneur. Du coup, c'est les flux bancaires, les flux d'encaissement, les factures clients, les factures fournisseurs. On a commencé par les flux bancaires. Donc là, on se connecte nous-mêmes en direct par API à Conto, Manager One, les néobanques, qui nous permettent de récupérer et la transaction et le justif qui est attaché par l'utilisateur dans sa néobanque. Ensuite, on utilise les prestataires qui se connectent eux à toutes les banques. Donc nous on est connecté actuellement à Budget Insight, FinTecture et Bankin, qui du coup nous donne un coverage inégalé à ma connaissance et aussi des backups au cas où il y en ait un qui perd une connexion. On choisit du coup le meilleur prestataire pour chaque banque. Donc ça c'est pour la partie banque. Ensuite on a la partie encaissement et là on se connecte direct en API à Stripe et GoCardless pour l'instant. Il faut savoir que Stripe, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il encaisse ton client et il va ensuite encaisser plein de clients
il va prendre une commission sur chacun des encaissements et lui, il va regrouper plusieurs encaissements et il va faire un payout sur ton compte BNP qui du coup est, je sais pas moi, 858 €. Mais toi, en tant que comptable, si tu regardes que le compte BNP, tu vois 858 € arriver et tu n'as aucune idée de ce que c'est parce que en fait, c'est le regroupement de plein de petits encaissements moins la commission. Et du coup, nous, le fait d'être connecté à Stripe, ça nous donne la granularité et on sait ce qu'il y a dans les 858 € qui sont arrivés sur ton compte BNP. Tu as l'encaissement, le fee de Stripe et le payout. Ensuite, on a les flux de factures clients et fournisseurs. Et donc là, on est connecté par exemple à Google Drive pour avoir toutes les factures qui remontent automatiquement. Comme Zoho, en fait. Zoho, parce que j'ai vu que vous étiez et Zoho, on se connecte à tous les outils. Le but, c'est qu'on puisse récupérer les factures de tous les outils. Ouais. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ces éléments de clarification. Alors maintenant, si on parle de l'international, je voulais juste que tu dises un petit mot sur la complexité que ça représente et ce que vous mettez en place, si tu peux en parler, pour justement vous préparer à l'internationalisation de votre solution, puisque les règles comptables peuvent différer d'un pays à l'autre, les langues, etc. Comment vous y prenez déjà aujourd'hui pour poser les jalons en vue d'aller pénétrer d'autres marchés en Europe? Ouais, on a la chance que la compta en Europe continentale fonctionne quand même à peu près de la même façon d'un pays à l'autre, dans le sens où, en tant que dirigeant ou dirigeante, ce que tu transmets comme pièce à ton comptable, chaque mois, c'est les mêmes. Ce sont tes factures fournisseurs, tes factures clients, tes relevés bancaires et tes données de paye. On a aussi la chance que la notion de plan comptable général soit assez homogénéisée et présente un peu partout en Europe continentale. Après, ce qui va changer d'un pays à l'autre, c'est les règles comptables, les règles fiscales. Et donc, la TVA va être sur un taux différent, elle va s'appliquer différemment sur différents types de produits. On va avoir le bilan qui va avoir une présentation différente, enfin tout ça. Et du coup, la seule approche d'après nous, donc pour notre V1 qui est la compta en France, c'est Quentin, notre CTO, qui s'est plongé dans le code fiscal et le code de la TVA français. Il n'y avait pas trop d'autre choix pour vraiment le retranscrire en code, en parlant avec les comptables, bien sûr. Maintenant, faut pas que demain, Quentin, il ait à apprendre l'allemand et ensuite à comprendre le code fiscal allemand, etc. Et donc, le seul moyen de scaler ça, c'est d'avoir une interface qui permette à un expert métier, donc dans notre cas un comptable, de retranscrire des règles métiers dans un langage entre guillemets littéral, pas informatique, donc avec des if, des end, des or, un truc assez flexible, de dire si jamais c'est tel type de catégorie, alors mets tel taux de TVA et mets dans tel compte de charge, etc. Et que ces règles ensuite elles soient automatiquement traduites en langage informatique. Et donc ça, ce qui permet de faire cette traduction, c'est ce qu'on appelle un BRMS, un Business Rule Management System. Et donc l'idée, c'est d'implémenter un Business Rule Management System. C'est ce que Payfit a reconstruit en interne. Chez Payfit, c'est ce qu'ils appellent le Jetlang. Et donc l'idée, c'est de, pour le coup, nous, pas le reconstruire en interne, mais plutôt de prendre un BRMS du marché, l'implémenter chez nous et s'en servir pour pouvoir scaler dans différents pays européens. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, écoute, je vois le temps qui file. Je pense qu'on pourrait passer encore 3 heures. Malheureusement, on ne peut pas. Donc, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer un petit peu qui vous êtes, la team, et puis nous expliquer aussi au niveau des levées, parce que j'ai vu que vous aviez levé avec Partech et Kima. Voilà, tu nous fasses un portrait de Pennylane, la société. Ouais. Du coup, on est une équipe de cofondateurs assez atypique dans le sens qu'on est assez nombreux. On est 7 cofondateurs. Du coup, il y en a 4 qui sont des cofondateurs qui viennent de l'aventure Price Match. Du coup, c'est Quentin, Tancred, Félix et moi-même. Ensuite, on a Thierry qui était salarié développeur chez Price Match, qui est associé maintenant chez Pennylane. Et on a en plus Edouard, qui est un ami de lycée, qui est notre associé directeur commercial, et Alexandre, qui est notre associé expert comptable. Et du coup, on se connaît tous plus ou moins de longue date, du lycée, à part Alexandre qui est du coup notre expert comptable depuis quelques années. On a des compétences assez complémentaires, donc malgré le fait qu'on soit pour être nombreux et que ça marche, il faut que chacun ait un rôle bien défini et un scope bien défini. Du coup, on a très concrètement Edouard qui s'occupe des ventes, donc de l'acquisition. On a derrière Alexandre qui s'occupe du customer success, donc tout ce qui se passe une fois qu'on a signé un client. On a Tancred qui s'occupe du produit.
donc faire le lien entre les équipes opérationnelles et la tech, et Quentin et Thierry qui s'occupent de la tech, et ensuite Félix et moi-même qui sommes un peu plus transverses. Je dirais que moi je m'occupe donc de tout ce qui est plus opérationnel et plus pré-vente, donc avec Edouard, notamment en ce moment du marketing, puisqu'on n'a pas encore de CMO. Je m'occupe des relations avec les investisseurs, et après je vais aller voir là où il y a un incendie et essayer de l'éteindre et de structurer pour réparer de façon plus durable. Et Félix, qui est notre CEO, qui du coup gère toutes les opérations, donc ça veut dire à la fois la partie finance, juridique, RH, et aussi la structuration des opérations, s'assurer que tout roule bien, que tout soit optimisé, quoi. Génial, super. Et vous êtes au total, vous êtes combien ? Donc au total, aujourd'hui, chez Penny Lane, on est un peu plus de 70 personnes. Ok, d'accord. Donc pas mal de comptables et de devs, en fait. Tout à fait. Donc le premier salarié est arrivé le 6 janvier, donc c'est une croissance assez rapide. Aujourd'hui, tu as une petite entre 30 et 40 personnes qui font de la compta. Ouais. Et tu as aujourd'hui notre équipe tech, c'est une petite vingtaine de personnes. Et puis le reste, c'est les fonctions support, c'est les sales, le marketing, qui est pour le coup l'équipe la plus petite, parce qu'on a pas mal d'inbound en fait. Ouais. Il y a un vrai engouement sur le marché et un vrai besoin. Du coup, on n'a pas besoin d'aller chasser les clients, ce qui fait que l'équipe marketing et sales est relativement restreinte. Mais en tout cas, bravo. Et alors, quasiment tout a été fait en remote sur l'année. Vous êtes à peine vu en physique ? Ouais, alors notre équipe tech, de toute façon, déjà avant le confinement, c'est une équipe tech qui est remote first, puisque Quentin, notre CTO, est à Cherbourg et Thierry à Lyon. Ah, ok, d'accord. Et du coup, on a décidé dès le début de faire une équipe tech remote first. Donc aujourd'hui, on a, je pense, peut-être 15-20% de notre équipe tech qui est à Paris, et les 80% restants sont aux quatre coins de la France. Excellent. Voilà. Et pour ce qui est des équipes opérationnelles, là, on a un bureau à Paris, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont été embauchés 100% en ligne et qui n'ont pas beaucoup vu leurs collègues et qui ont été onboardés en ligne en remote. Ouais. Bon, bah écoute, c'est super. Arthur, merci beaucoup. J'entends la cloche de fin qui sonne. Donc, on va se quitter. Je demande toujours, mais ça, les auditeurs le savent, une recommandation de livre. Donc, tu n'y coupes pas avant de partir. Recommandation de livre. Alors, je ne sais plus les titres. Je vais t'envoyer après, comme ça, tu pourras le rajouter sur le post. J'ai des super livres sur le product management que j'aime bien. Ouais. Et j'ai un livre aussi que j'adore, qu'on nous a recommandé chez Booking, qui est une analyse des entreprises américaines qui ont surperformé, et une analyse assez scientifique pour voir ce qui fait qu'une boîte est successful ou pas. Okay. Je t'enverrai les titres. Je ne les connais pas par cœur, mais je les partagerai. Parfait. Merci beaucoup, Arthur. À bientôt. Super. Merci beaucoup, Solène. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!